All rise, veuve lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Welcome. Je vous souhaite la bienvenue à la salle d'audience. Je vais demander au greffier d'audience de bien vouloir appeler l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, merci Monsieur le Président. Situation en République du Mali en l'affaire le procureur contre Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Référence de l'affaire ICC 0112 0115. Pour le procès verbal, nous sommes en audience publique. Le président, j'inviterai maintenant les parties à bien vouloir se présenter. Pour le compte-rendu, nous allons commencer par l'accusation. Thank you, Mr. President. Madame Bensouda, merci Madame le Président. Le bureau du procureur est représenté ce matin par Monsieur Gilles Dutertre, premier substitut du procureur, Monsieur Colin Black, substitut du procureur, Sarah Coquillo, substitut adjoint du procureur, Richard Nansga Bagangwa, chargé de la coopération, Paolo Proli, et moi-même, Madame Fatou Bensouda, procureure. La défense, s'il vous plaît, dit le président. Monsieur le Président, je m'appelle Mohamed Awini, je suis conseiller de la défense, je suis membre du barreau de la République de Tunisie. Je suis accompagné aujourd'hui de maître Jean-Louis Gilissen, avocat près le barreau de Liège en Belgique. Nous avons également avec nous aujourd'hui Madame Sylviane Emma Reginou, ainsi que Judith Aguébé et Conan Gilsen et Amin Abd Ali. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Counsel. Le président, merci. Y a-t-il d'autres présentations à faire? Les représentants légaux des victimes, bonjour. Au nom des représentants légaux des victimes, je suis Mohamed Abdou, assisté par Clara Gérard Rodriguez. Le président, merci. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'ouverture du procès de M. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Avant que les charges ne soient lues, la Chambre aimerait évoquer un certain nombre de questions. Premièrement, le compte-rendu montrera que M. Mayongo Kosango a été désigné comme représentant des victimes. Malheureusement, Maître Kassongo n'est pas en mesure d'assister au début du procès. De manière à garantir que les intérêts des victimes soient bien représentés au cours du procès, Maître Kassongo a demandé à l'OPCV de le représenter. Par un courriel envoyé le 19 août 2016, la Chambre a accepté cette requête en application de la norme 81.4 BC de règlement de la Cour. La Chambre a également été informée que Maître Kassongo n'avait pas l'intention d'interroger aucun des témoins qui viendront déposer au cours du procès. Si Maître Kassongo ne devait pas arriver à temps pour présenter ses arguments plus tard cette semaine, il pourra être donné lecture de ceci par l'OPCV et je remercie l'OPCV d'avoir accepté d'être ainsi présent au pied levé.
Deuxièmement, dans une requête qui sera notifiée aujourd'hui et qui a été reçue par la Chambre la semaine dernière, le greffe a présenté une requête au nom d'une des victimes de retirer sa demande de participation. La Chambre considère que cette victime ne fait plus partie des victimes participant au procès. La victime a en effet communiqué le fait que son dossier ne devait pas être transmis à Maître Kassongo. Pour respecter les souhaits de la victime, la Chambre demande que Maître Kassongo n'ait plus accès au dossier de cette victime, en particulier l'annexe 6, confidentiel ex parte, et l'annexe D, confidentiel ex parte, du dossier versé, de la requête versée au dossier. Maître Kassongo est également invité à détruire toutes les pièces qui seraient en sa possession concernant cette victime. Troisièmement, la Chambre a reçu confirmation de la défense dans un courriel du 19 août 2016 qu'il est impossible pour ces témoins de déposer cette semaine et que la défense aimerait déposer une requête visant à déposer leur déclaration écrite. La Chambre invite la défense à déposer sa déclaration dans la cour électronique et à déposer sa requête aussi rapidement que possible. Troisièmement, la Chambre examinera ces déclarations aux fins d'établir la peine. Il n'y a pas d'objection de la part de l'accusation. Thank you so much, Counsel. Le président, merci. La défense prend bien note de cela. Étant donné qu'il n'y a pas d'objection, oui, je vous en prie. Maître Awini, merci Monsieur le Président, aucune objection. Le président, merci. Étant donné qu'il n'y a pas d'objection de la partie opposante, la Chambre prendra en considération ces déclarations aux fins de l'établissement de la peine. Quatrièmement, il y a plusieurs questions préliminaires que je souhaiterais évoquer. Dans un courriel du 25 juillet 2016, la défense a informé la Chambre qu'elle souhaiterait intervenir pendant 6h30, ce qui est beaucoup plus que ce qui lui avait été accordé précédemment. Cette requête arrive à un moment tardif de la procédure. Cependant, la Chambre est prête à accepter la requête de la défense et à modifier l'ordre du jour. Nous allons siéger de 9h à 11h et puis ensuite de 11h30 à 13h30, ensuite de 15h à 17h aujourd'hui et demain. Mercredi et jeudi également, de manière à donner à la défense ce temps supplémentaire. Nous souhaiterions terminer ce procès cette semaine comme cela avait été annoncé. La Chambre accepte donc la requête de la défense. Est-ce que la totalité du temps supplémentaire demandé par la défense sera effectivement octroyée à celle-ci? Eh bien, la décision sera prise ultérieurement cette semaine. Le 25 août 2016, la Chambre comprend qu'il n'y a pas d'objection à ce temps supplémentaire et la Chambre demande que les éléments de preuve supplémentaires ajoutés à la liste soient transmis aux parties et aux participants aussi rapidement que possible.
Nous souhaiterions inviter les parties et les participants à parler doucement, de manière à respecter le travail des interprètes. Ceci est particulièrement important dans ce procès, étant donné que la Cour utilise l'interprétation et le relais dans l'interprétation, notamment à partir de l'arabe, qui sera d'abord traduit en anglais et puis en français. La Chambre invite les parties, en quatrième point, à soulever toute question qui devrait être résolue avant le commencement du procès. La date pour présenter ces requêtes avait été fixée au 25 juillet 2016. Aucune motion n'a été déposée à cette date. Il n'y a pas de requête en suspens devant la Chambre. Cependant, en application de la règle 134.2 du règlement, la Chambre demande aux participants s'ils ont encore des objections ou des observations à faire en ce qui concerne le déroulement des débats. Question qui aurait pu se poser depuis l'audience de confirmation des charges. Je vous remercie. Thank you, Counsel, for the defense. La défense. Maître Awini, merci Monsieur le Président. En principe, nous n'avons pas d'objection, mais comme votre auguste chambre a décidé de se pencher sur cette question jeudi et vendredi, nous pensons disposer de suffisamment de temps pour achever nos présentations et nos arguments en l'espèce. Merci Monsieur le Président. Le Président, merci. Pour les victimes? Monsieur Abdou, non, nous n'avons pas d'objection. Le Président, merci. Le Président, nous allons maintenant passer au cœur de ce qui nous occupe ici, la lecture des charges. Je m'adresse à Monsieur Al-Mahdi. En application, Monsieur Al-Mahdi, de l'article 64.8a du statut de Rome, les charges vous seront maintenant lues. Ensuite, vous serez invité à faire un aveu de culpabilité ou à plaider non coupable. Le greffier d'audience est maintenant invité, en application des instructions que j'avais données pour le déroulement des débats, à donner lecture de la partie B du dispositif de la décision en ce qui concerne la confirmation des charges. Monsieur Al-Mahdi est pénalement responsable du crime de guerre d'attaque prévu à l'article 8.2e Romain 4 du statut à Tombouctou entre environ le 30 juin 2012 et environ le 11 juillet 2012. Monsieur Al-Mahdi a dirigé intentionnellement une attaque contre des bâtiments consacrés à la religion, et monuments historiques qui n'étaient pas des objectifs militaires, à savoir le mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Akit, le mausolée Sheikh Mohamed Mahmoud Al-Arawani, le mausolée Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mohamed Al-Kabir Al-Kanti, le mausolée Alpha Moya, le mausolée Sheikh Mohamed El-Miki, le mausolée Sheikh Abdul Kassim Atwati, le mausolée Sheikh Sidi Ahmed Ben Ammar Aragadi, la mosquée Sidi Yahya, la porte, et les mausolées Bahaber, Babadier et Ahmed Foulan, attenant à la mosquée Djingareyeber. Sa responsabilité pénale doit être retenue au titre de l'article 25.3a comme coauteur direct, de l'article 25.3b pour avoir sollicité et encouragé la commission du crime, de l'article 25.3c pour avoir facilité la commission d'un tel crime en apportant son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance, et de l'article 25.3d pour avoir contribué de toute autre manière à la commission de ce crime par un groupe de personnes agissant de concert.
Al-Mahdi est également responsable pénalement au titre de l'article 25.3a comme auteur direct pour sa participation physique à l'attaque intentionnellement dirigée contre les mausolées Alpha Moya et Sheikh Sidi Ahmed Ben Amara Aragadi, la porte de la mosquée Sidi Yahya et les deux mausolées Ahmed Foulan et Bahaber Babadier. Le président, merci beaucoup, Madame le greffier d'audience. La Cour va maintenant demander à l'accusé si celui-ci souhaite se livrer à un aveu de culpabilité ou à plaider non coupable. Monsieur Al-Mahdi, s'il vous plaît. Monsieur le Président, malheureusement, tout ce que je viens d'entendre est véridique et conforme à la réalité. Je vous remercie. J'avoue effectivement ma culpabilité. Thank you so much. Le président, merci beaucoup, Monsieur Al-Mahdi. Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser. J'ai une déclaration que je souhaiterais faire le moment venu. Si vous souhaitez que je le fasse maintenant, je le ferai. Je voudrais faire une déclaration un peu plus détaillée sur la question. Let me just confer with my colleagues. Le président, je vais conférer avec mes collègues à cet égard. Mr. Al-Mahdi. Le président, Monsieur Al-Mahdi, la Chambre est disposée à entendre votre déclaration. Monsieur Al-Mahdi, merci beaucoup. Monsieur le Président, membres de cette auguste cour, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. D'emblée, je voudrais me rappeler la parole d'Allah, le Tout-Puissant. Ô vous qui êtes croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches parents. Mon cœur retient également l'adage d'un des sages. Dites la vérité fût-ce contre vous-même. Ou encore, attachez-vous à la vérité, quitte à subir les foudres de l'enfer. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous, dans cette enceinte, plein de remords et de regrets, pour confirmer à nouveau que les accusations portées contre moi par l'équipe de l'accusation sont véridiques et qu'elles sont conformes à la vérité. Je suis fort contrit de mes actes et de tous les préjudices que cela a causés. Les préjudices que cela a causés à mes êtres chers et mes frères à Tombouctou et à ma mère patrie, la République du Mali, tout entière, ainsi qu'à l'ensemble de l'humanité aux quatre coins du monde. Je voudrais exprimer mon profond regret et ma profonde tristesse, en particulier aux descendants des saints dont j'ai détruit les mausolées. J'en appelle à eux, ainsi qu'aux habitants de Tombouctou, musulmans, indulgents et cléments. Et je leur fais une promesse
la promesse d'homme libre, que la faute que j'ai commise envers eux sera la première et la dernière. J'espère qu'ils continueront de me considérer comme ils le faisaient avant ces événements, comme un fils pieux, un frère et un ami, qui aime toutes les composantes du tissu social de Tombouctou et qui participe avec eux à ces nombreuses activités positives et constructives. J'ai espoir qu'ils seront animés par l'éthique islamique suprême, qui préconise le pardon et l'indulgence à l'égard de quiconque commet un péché puis se repentit, et de lui accorder le bénéfice du doute, si faible soit-il, afin que celui-ci puisse s'élever à un plan supérieur, comme nous le recommande vivement le Coran, lorsque le Tout-Puissant nous dit « Quiconque pardonne, sa rétribution incombe à Allah ». À l'époque des événements, j'étais sous l'emprise d'une bande de leaders et de figures emblématiques d'Al-Qaïda et d'Ansardine. J'avais cédé à leurs pressions et à leurs tentations. J'avais été comme emporté par une forte tempête de sable qui avait entraîné dans son sillage de nombreux oulémas du pays. Mais comme vous le savez, cette tempête passagère n'altérera pas les racines historiques profondes de la ville de Tombouctou et de sa noble population. Mesdames et messieurs, je me tiens ici devant vous, le cœur lourd, triste et soucieux, privé de liberté et de la compagnie de mes proches et de mes êtres chers, mais prêt à accepter la sanction que votre cour jugera appropriée. Je ne peux m'empêcher de caresser l'espoir que votre sanction ouvrira la porte de la réconciliation avec la population de Tombouctou, en particulier, et avec le peuple malien en général, ainsi qu'avec l'ensemble de l'humanité. Puissent les années que je passerai dans l'obscurité de la prison et les épreuves que je subirai être pour moi un feu purificateur qui me rende digne de clémence dans le cœur de ceux que j'ai blessés. Il ne me reste plus qu'à faire part d'un conseil à tous les musulmans du monde, qu'ils résistent à ce genre d'action dont les conséquences n'ont pas de limite et n'ont pas de bénéfice. Finalement, permettez-moi de remercier infiniment toutes les équipes de la Cour pénale internationale, que ce soit les juges, ou le bureau du procureur, ou le greffe, ou les représentants du quartier pénitentiaire. Je les remercie tous de m'avoir traité conformément aux normes et aux standards des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme, ainsi que pour la probité dont ils ont fait part lorsqu'ils m'ont interrogé. Je veux également remercier particulièrement l'équipe de défense et plus précisément Maître Mohamed Awini, qui a bien voulu m'accompagner dans cette épreuve jusqu'à la fin. Je vous remercie. Le Président, merci à vous également. La Cour va maintenant vous poser un certain nombre de questions, Monsieur Al-Mahdi, en application du statut de Rome.
Mr. Al-Mahdi, can you please rise? Le président, Monsieur Al-Mahdi, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous lever une nouvelle fois? Monsieur Al-Mahdi, oui, Monsieur le Président. Now that you have made Le président, maintenant que vous avez fait un aveu de culpabilité, la Chambre va vous poser un certain nombre de questions. Monsieur Al-Mahdi, la Chambre aimerait savoir si cet aveu de culpabilité est fait de manière volontaire, de votre plein gré, sans y avoir été contraint ou forcé par qui que ce soit. Monsieur Al-Mahdi, certainement, Monsieur le Président, je fais cet aveu de culpabilité de mon plein gré. Do you remember signing an agreement with the Le président, est-ce que vous vous souvenez d'avoir signé un accord avec l'accusation en ce qui concerne cet aveu de culpabilité étayé par les faits, et ceci en février, le 18 février 2016, et que cet accord vous a été présenté dans une langue que vous comprenez parfaitement et que vous parlez parfaitement? Monsieur Al-Mahdi, oui, Monsieur le Président, cela m'a été présenté en arabe. consult your counsel Le président, est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter pleinement votre conseil avant de faire cet aveu de culpabilité aujourd'hui? Monsieur Al-Mahdi, oui, j'ai consulté mon conseil, il m'a prodigué les conseils juridiques idoines. Thank you. Le président, merci. Est-ce que vous comprenez que la Chambre n'est pas liée par les termes de l'accord que vous avez signé et que la Chambre n'est pas contrainte à accepter les termes de l'accord sur votre aveu de culpabilité? Monsieur Al-Mahdi, oui, je comprends cela. D'ailleurs, cela faisait partie du document qui m'a été présenté. By making the admission of guilt and signing the En agreement, faisant cet aveu de culpabilité et en signant cet accord, vous avez renoncé à beaucoup de droits que dont vous auriez bénéficié autrement en tant qu'accusé. Est-ce que vous savez cela? Monsieur Al-Mahdi, oui, Monsieur le Président, je confirme cela. Je confirme toutes les dispositions contenues dans la déclaration que j'ai signée. we now proceed to the Le président, questions on the sentencing range. en ce qui concerne la fixation de la peine, Monsieur Al-Mahdi, est-ce que vous comprenez que la Chambre n'est pas liée par la peine de 9 à 11 ans à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de l'accord avec l'accusation? Monsieur Al-Mahdi, oui, je suis conscient de cela. Le président, et vous comprenez que le crime qui vous est imputé peut conduire à une peine de plus de 30 années. Monsieur Al-Mahdi, oui, je comprends cela. Cela figurait dans le document que j'ai signé. The last question, counsel. Le président, dernière question. In the event of a conviction, Vous comprenez que si vous êtes condamné, la Cour fine, peut forfeiture, and order reparations. ordonner des réparations pour les victimes et vous imposer des peines financières, des amendes. Mr. Al-Mahdi, Monsieur Al-Mahdi, oui, je comprends cela. Le président, merci. Monsieur Al-Mahdi, puis-je demander à mes collègues s'ils souhaitent de leur côté poser des questions? No, I think you should proceed. Judge Bindua wishes to ask. something. Le juge Mindoua souhaiterait vous poser des questions. Le juge Mindoua. Microphone, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Nous craignons qu'il y ait un malentendu et je regarde le bureau du procureur pour que nous puissions très clairement dissiper celui-ci. En ce qui concerne l'échelle de peine à laquelle vous avez fait à juste titre référence, l'échelle de peine de 9 à 11 ans qui ne lie pas la Cour. Il ne s'agit en aucun cas d'une peine à laquelle M. Al-Mahdi a souscrit. Il ne souscrit pas à cette peine, il s'agit d'une échelle dans laquelle
il s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'appel, les parties étant libres de plaider un montant de peine inférieur ou de requérir un montant de peine supérieur. Je souhaitais le dire parce que c'est évidemment une interprétation assez différente. Je vous remercie énormément. Thank you. Le juge président, merci maître. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, je confirme en effet que les termes de l'accord, dans la mesure où ils sont respectés par l'accusé, sont que l'accusation requerra une peine entre 9 et 11 ans, l'accusé s'engageant pour sa part à ne pas faire appel si la peine est entre 9 et 11 ans inclus. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Thank you to both counsels. Le juge président, je remercie les deux conseils. La Chambre prend acte de ces éclaircissements. Maître, le juge Mindoua maintenant souhaite poser une question. Monsieur l'accusé Al-Mahdi, vous venez de faire un aveu. Vous venez de faire un aveu de culpabilité. Et dans votre déclaration liminaire, vous avez souligné votre foi en Dieu et votre désir de justice. En même temps, vous avez promis de ne plus recommencer à poser de tels actes, des actes que vous reconnaissez aujourd'hui, et vous avez dit que c'était votre première fois. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et c'est pour cela que je vous pose la question. J'espère que vous allez m'éclairer. Vous avez procédé, vous-même ou en aidant les autres, à la destruction des monuments religieux et culturels, au motif que c'était la volonté de Dieu, ou en tout cas selon vos convictions. Et maintenant, vous dites que vous ne recommencerez plus. Voulez-vous dire par là que vous avez changé de conviction religieuse? Parce que si vous ne changez pas de conviction religieuse au regard de la destruction des monuments religieux et culturels, cela signifie que dès la première occasion, vous recommencerez. Et dans ces conditions, le but de la peine, comme vous le savez peut-être en droit criminel, étant la prévention pour l'individu lui-même et pour la société, quelle sera la nécessité ou l'explication de la peine que vous pourriez encourir dans ces conditions? D'où, pour me résumer, est-ce que vous avez changé de conviction par rapport à la destruction des monuments culturels et religieux? Merci. Monsieur Al-Mahdi, tout d'abord, je vous remercie de votre question. Si vous examinez les déclarations que j'ai déjà faites, vous constaterez alors clairement que je n'ai jamais été convaincu du bien fondé de tels actes. Car voyez-vous, la doctrine religieuse sur laquelle je me suis fondé ne justifie pas les actes. Je n'ai jamais fait de fatwa, je n'ai jamais fait part de fatwa autorisant la destruction de ces monuments. J'ai simplement dit que sur la base de doctrines religieuses, l'on peut dire que le fait de prier devant des mausolées n'est pas acceptable. Cela ne signifie pas pour autant, enfin, que la tombe ne doit pas dépasser le sol de plus d'une certaine distance. Les écoles de pensée religieuses ne sont pas toutes d'accord. Est-ce que ce n'est pas acceptable simplement d'un point de vue esthétique ou parce que c'est prohibé par la religion? Ceux qui estiment que c'était simplement déconseillé
ont leur position, mais il y a ceux qui estiment que c'est prohibé et par conséquent, il faut détruire de tels monuments. Donc il y a simplement cette question d'autorisation. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Parce qu'il n'est pas permis de construire par-dessus des tombes. Et j'ai fait part de cette opinion juridique, de cet avis juridique, religieux juridique. Il ne convient pas de procéder à des actes comme ceux qui... ce que je crois sincèrement, c'est qu'on ne doit pas procéder à un acte dont les conséquences sont pires que les avantages qu'il pourrait éventuellement procurer. Le fait de détruire des mausolées est, à mon sens, un acte qui a des conséquences plus graves que les avantages qu'il pourrait procurer. Mais d'autres qui étaient sur place à l'époque ont vu autrement, ont vu les choses autrement. Le président du conseil religieux qui est chargé de lutter contre le vice, j'étais donc en charge de ce poste-là et je devais par conséquent détruire ces monuments. Et je l'ai fait parce que j'étais président de ce conseil. Je pense que de tels monuments est acceptable. Et ce qui est acceptable n'est pas obligatoire. En religion islamique, ce qui est acceptable peut être fait. Enfin, on laisse le choix à la personne de le faire ou pas. Et les docteurs de la foi estiment que quand quelque chose est acceptable, on peut le faire ou ne pas le faire sans risquer quelque sanction que ce soit. Si quelque chose est simplement autorisé, mais qu'il comporte des conséquences négatives pour autrui, eh bien, un tel acte ne change en rien mes convictions. C'est dans la pratique des choses qu'il y a une différence. Il faut s'abstenir de faire tout acte, de poser tout acte ou geste qui puisse avoir des conséquences négatives pour les autres. C'est quelque chose que je croyais autrefois et je crois toujours, Monsieur le Président. Après votre longue explication, pour l'instant, je préfère m'arrêter là. Je pourrai revenir vers vous plus tard. Merci. Thank you, Judge Mindoua. Le juge président, je vous remercie, monsieur le juge Mindoua. Le juge Schmidt m'indique qu'il n'a pas de questions à vous poser. Merci, monsieur Almadi, d'avoir répondu à toutes les questions de la Chambre. Après avoir reçu votre aveu de culpabilité, il incombe maintenant à la Chambre d'entendre les observations de l'accusation et pour que celle-ci nous indique également ce qu'elle entend faire avec les trois témoins. Madame l'accusation, vous nous avez indiqué que vous avez pensé en avoir pour un total de 12 heures pour présenter vos observations. Pendant cette période-là, l'accusation doit formuler toutes ces observations, y compris la déclaration liminaire et la déclaration de clôture, la présentation des éléments de preuve et tout autre argument relatif à la fixation de la peine. Vous êtes libre de présenter vos observations comme bon vous semble, dans la mesure où vous respectez le temps qui vous est imparti. Madame le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, connu sous le nom de guerre Abou Tourab, comparaît aujourd'hui devant votre Chambre. Il va rendre compte de son rôle dans l'attaque menée à Tombouctou en juin et juillet 2012 contre 10 bâtiments historiques et religieux d'une valeur exceptionnelle. Ces bâtiments, essentiellement des mausolées de saints musulmans, comptaient parmi les plus connus à Tombouctou. Ils constituaient une partie majeure du patrimoine historique de cette ville antique. Ils faisaient plus généralement partie du patrimoine du Mali, de l'Afrique et du monde. Mis à part l'un d'entre eux, il était
tous inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et pourtant, ces bâtiments ont été délibérément détruits par M. Al-Mahdi et ses co-auteurs sous les yeux de Tombouctiens impuissants. M. Al-Mahdi, membre d'Ansardine, était directement impliqué dans les organes mis en place par le groupe armé Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakim, et Ansardine pendant l'occupation de Tombouctou en 2012. Il participait aux activités menées par ces organes pour imposer de force leur idéologie et leur domination sur la population. En particulier, il a été nommé à la tête de la Hesba, la brigade de mœurs. Il l'a mise en place en avril 2012 et l'a dirigée depuis sa création jusqu'au mois de septembre 2012. C'est en cette qualité de chef de la Hesba qu'il a personnellement dirigé et supervisé l'attaque contre les 10 bâtiments en question. La preuve très variée et volumineuse que mon bureau a rassemblée montre de manière accablante qu'il a joué un rôle central dans les opérations de destruction. Il a identifié les sites qu'il allait être détruits. Il a défini la séquence dans laquelle les destructions allaient se produire, en partant du nord jusqu'au sud de la ville. Il a fourni les moyens matériels et il a donné des directives. Monsieur le Président, Monsieur le juge, il faut le dire et il faut le dire clairement. Diriger intentionnellement une attaque contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion constitue un crime de guerre dûment réprimé par le statut de Rome. Ce sont des crimes graves qui doivent être portés entre les mains de la justice. Comme nous le savons, c'est la toute première fois que la Cour pénale internationale juge un accusé pour de tels faits et pour de tels crimes graves. Le procès d'aujourd'hui est donc historique. C'est d'autant plus historique que la période présente est marquée par une rage destructrice où le patrimoine des hommes est l'objet de saccages répétés et planifiés par des individus et groupes dont le but est d'éradiquer toute représentation du monde différente de la leur en éliminant les éléments matériels qui sont au cœur de la vie de communauté. Donc, l'autorité et les valeurs sont ainsi tout simplement niées et annihilées. Monsieur le Président, Monsieur le juge, c'est là l'essence, la cœur même de cette affaire. C'est qu'il y a de gravissime dans ces crimes. C'est qu'il s'agit d'une attente profonde à l'identité, à la mémoire et par là même au futur de populations entières. Il s'agit d'un crime contre ce qui fait la richesse même de collectivités complètes. Et par là même, il s'agit d'un crime qui nous appauvrit tout et qui porte atteinte à des valeurs universelles qu'il nous incombe de protéger. La preuve que mon bureau a rassemblée va vous amener à Tombouctou. Tombouctou, une ville outragée, une ville opprimée, une ville balafrée en l'espace d'une dizaine de jours en juin et juillet 2012. Tombouctou, une ville défigurée, au point que la population a été meurtrie au plus profond de son âme et que cette période douloureuse marque désormais
une page sombre de l'histoire de la ville. Alors, laissez-moi vous dire ce que les mausolées des saints musulmans de Tombouctou représentent. Le sang, donc, ils sont porteurs et la fonction qu'ils remplissent pour certains depuis des siècles. Je poursuivrai mes propos en anglais, si vous le voulez bien. Mr. President, Monsieur le Président, honorable juge, Tombouctou est effectivement une ville ancienne et dynamique. Le nom de Tombouctou est communément associé à une histoire riche et à une culture riche. Au cours des 15e et 16e siècles, Tombouctou est devenu un centre régional d'activité économique et de commerce. Surtout, elle a connu un essor pour devenir une des capitales africaines intellectuelles et spirituelles les plus dynamiques. Elle a joué un rôle essentiel dans l'expansion de l'islam en Afrique. Elle était, sans nul doute, le berceau de l'éducation, où l'ouverture d'esprit était promue au profit de générations futures d'étudiants, attirant des oulémas de partout. Certains de ces sages sont devenus des saints musulmans et des mausolées ont été érigés sur leurs tombes pour honorer leur mémoire et pour souligner la contribution notable qu'ils ont apportée dans la vie des gens de Tombouctou et ailleurs. Ces mausolées, qui ont survécu aux ravages du temps, ont continué à jouer un rôle fondamental, voire structurant, tant dans la vie au sein de la ville que par-delà les frontières de la ville. Ces monuments, messieurs les juges, sont un témoignage vivant au passé glorieux de Tombouctou. Ces mausolées ont également servi de témoignage unique en son genre aux agglomérations urbaines. Mais surtout, ils étaient l'incarnation de l'histoire du Mali, saisie sous forme tangible d'une période évolue, mais qui est toujours vivante dans la mémoire et la fierté des gens qui chérissaient tous ces monuments. Les mausolées sont également un témoignage du rôle historique qu'a joué Tombouctou dans l'expansion de l'islam en Afrique et dans l'histoire de l'Afrique elle-même. Ce sont des reliques d'un chapitre important de l'évolution de l'histoire intellectuelle et spirituelle de l'humanité dans le continent, qui a donné à Tombouctou son standing dans le monde. Ils étaient particulièrement importants pour une société qui est fondée sur une tradition orale, et c'est surtout pour ces raisons qu'ils sont précieux et qu'ils ont été inscrits à la liste du patrimoine mondial en 1988. Qui plus est, les mausolées de Tombouctou ont joué et continuent de jouer un rôle religieux important dans la vie quotidienne des habitants de la ville. Les mausolées sont des lieux sacrés de culte. Ils sont fréquemment visités par les habitants de la ville. Les pèlerins viennent de loin pour rendre hommage et pour y prier. Aller au mausolée était et continue d'être une expression de la foi et de la piété religieuse des gens. C'est justement ces pratiques profondément ancrées et ces croyances qu'Ansardine et Akmi ont essayé d'annihiler en détruisant ces mausolées. Par ces actes brutaux et lâches, ils ont empêché les habitants de Tombouctou de se consacrer à leurs pratiques religieuses pendant les 10 mois qu'ils ont occupé la ville. Les éléments de preuve démontreront à quel point ces mausolées étaient importants pour les habitants de Tombouctou. Au cours de ce procès, vous entendrez le témoin P0431 vous rappeler cela. Le témoignage qui sera présenté par le truchement de ce témoin vous décrira la manière dont les groupes armés ont été chassés de la ville en 2013 et dès qu'ils ont été chassés, les résidents de Tombouctou sont retournés prier sur les ruines des mausolées. C'est dire le lien profond entre ces mausolées et le peuple de Tombouctou. De plus, les mausolées ont joué un rôle crucial
dans la promotion de la cohésion sociale qui est caractéristique de Tombouctou. Les mausolées sont liés aux familles qui s'en occupent. For their unique craftsmanship. Et ont recours, lorsque le besoin s'en fait sentir, à des maçons. Ces maçons sont considérés comme des trésors humains vivants grâce à leur art. Ce sont eux qui entretiennent ces bâtiments et ces édifices, s'occupent de leur restauration et toute la communauté y participe. Tout le monde aide les maçons. Dans les quartiers, on se réunit pour les aider et tout le monde se réunit pour prier en tant que communauté et en tant que groupe. Il n'y a pas que ces fonctions sociales qui soient liées aux mausolées. Les mausolées qui ont été détruits ont également contribué de manière considérable à ce que j'appellerais l'atelier de la coexistence pacifique. Réfléchissons ensemble au nom des mausolées. Ces noms nous rappellent que les saints musulmans dont les mausolées portent le nom venaient de tribus différentes, de régions différentes. Il y a un mausolée qui s'appelle le mausolée Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aki. Il porte le nom du saint Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aki. Un homme, un saint qui a vécu au XVIe siècle. Un autre mausolée porte le nom du cheikh Sidi Ahmad Ben Ammar Aragadi. Ce mausolée porte le nom d'un ouléma musulman et un saint, un Kunta, qui a vécu au XVIIIe siècle. Par leur nom, ces mausolées transmettaient un message de tolérance et de coexistence pacifique au-delà des différences. Enfin, les mausolées qui ont été détruits ont joué un rôle important pour ce qui est de façonner l'identité des habitants de Tombouctou. Tombouctou est connue comme étant la ville des 333 saints. Les mausolées étaient le symbole vivant de la ville contemporaine, comme l'a déclaré un habitant de la ville au moment de la destruction, et je cite, « Les gens sont très en colère aujourd'hui parce que les mausolées étaient le symbole de Tombouctou. » En conséquence, détruire les mausolées de Tombouctou, c'est effacer un élément de l'identité collective qui a été façonnée au fil du temps. C'est l'éradication de ce qui caractérise une civilisation. C'est la destruction des racines d'un peuple entier, ce qui affecte irrémédiablement ses attitudes sociales, ses pratiques ainsi que ses structures. Un autre habitant de Tombouctou a résumé cette notion de la manière suivante. Tombouctou risque de perdre son âme. Tombouctou est menacé par des actes de vandalisme. Tombouctou risque d'être tué de sang-froid. Monsieur le Président, messieurs les juges, la culture, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous définit. Nos ancêtres ont créé des peintures, des sculptures, des mosquées, des temples et d'autres formes de possessions culturelles qui nous entourent. Ils ont investi leur cœur et leur âme dans la création de tels patrimoines culturels afin qu'ils représentent, qu'ils incarnent l'identité culturelle de leur époque. Et ce patrimoine est transmis aux générations futures. Ce patrimoine culturel façonne l'esprit et l'identité de notre propre génération et des générations futures. Avec le temps, ils deviennent des archétypes de la mémoire sociale qui permet à tout un chacun de s'identifier et de croître. Pendant des siècles, les mausolées de Tombouctou ont été un bloc structurant important sur lequel l'identité des habitants de la ville a été façonnée. Cela continue d'être le cas aujourd'hui. Être né à Tombouctou et y vivre, c'est être inspiré et façonné par des mosquées et des mausolées vieux de plusieurs siècles qui personnifient
la fondation culturelle de la ville, cette ville historique. Je vous invite à imaginer avec moi, ne serait-ce que pour une seconde, comment les gens ont pu se sentir ce jour-là, ce jour fatidique d'été 2012, d'être témoin de la destruction indécente d'un patrimoine culturel chéri par tous, une attaque délibérée sur l'identité, les croyances, les convictions spirituelles et les possessions culturelles tant prisées. Monsieur le Président, Messieurs les juges, tout cela a été anéanti par l'opération de destruction menée par l'accusé. En détruisant les mausolées, M. Al-Mahdi a délibérément détruit quelque chose qui était intangible et impossible à mesurer. M. Al-Mahdi lui-même provient de la région de Tombouctou et par conséquent, il était tout à fait conscient de l'importance des mausolées ainsi que de leur signification pour les habitants de la ville. Qu'à cela ne tienne, il s'est montré déterminé à superviser les opérations. Il a fait en sorte d'être présent sur tous les sites qui ont été ciblés et détruits. Vous pouvez le voir dans des extraits vidéo. Attempting to justify these crimes by reiterating his resolve to eliminate un piolet à la main. Il a répété qu'il tentait de justifier ses crimes. Il a tenté de justifier ses crimes en réitérant sa détermination à éliminer tout ce qu'il appelait d'inapproprié à Tombouctou, le qualifié d'inapproprié. Les images se passent de tout commentaire et l'intention de l'accusé ressort clairement de ces extraits. Vous trouverez tout cela dans les pièces publiques qui font partie de la liste de preuves de l'accusation et de la défense. Monsieur le Président, Messieurs les juges, la commission d'un tel crime n'est pas simplement un événement déplorable. Chaque fois qu'un tel crime est commis, peu importe où il a lieu dans le monde, cela présente des défis énormes pour la communauté internationale. Et à cet égard, je voudrais faire part de 3 points en particulier. Le premier est le suivant. Les attaques délibérées sur des biens culturels sont souvent le précurseur des pires crimes contre une population. Comme certains observateurs distingués l'ont fait remarquer, la lutte aux fins de défendre les biens culturels d'une population fait partie intégrante d'une opération humanitaire visant la protection de cette population. Le deuxième aspect, celui qui doit nous préoccuper plus intensément, c'est que ces attaques délibérées contre des biens culturels sont devenues de véritables armes de guerre. Elles sont utilisées aux fins d'éliminer des communautés entières en effaçant toute trace de leur existence, de leur histoire et de leur identité, comme si celles-ci n'avaient jamais existé. Penchons-nous sur l'exemple de la ville de Zvornik. Comme l'ont établi les juges des faits dans l'affaire pertinente, les Serbes ont détruit 5 mosquées dans cette ville. Plus tard, le maire de la ville détruite a été cité comme ayant fait de ces événements le récit suivant. Je cite. « Il n'y a jamais eu de mosquée à Zvornik », fin de citation, a-t-il dit. Soyons sûrs que des attaques contre des monuments historiques et des bâtiments consacrés à la religion sont des attaques de facto sur le peuple même qui considère que ces biens ont une grande valeur et déterminent son identité culturelle. Enfin, la protection du patrimoine culturel fait partie en tant qu'élément essentiel de la reconstruction sociale qui fait suite au conflit et des processus de réconciliation. Ceci en raison du fait que le patrimoine culturel donne une signification, un sens et une continuité ainsi qu'une orientation aussi bien vis-à-vis du passé que vis-à-vis de l'avenir. Le patrimoine culturel donne des points de référence. Une fois détruit, comme l'a fait remarquer le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, la restauration du patrimoine culturel ne permet jamais de lui redonner sa valeur inhérente. Ces questions complexes doivent nous préoccuper et nous pousser à agir. Des attaques délibérées contre des monuments et des bâtiments historiques et consacrés à la religion constituent des infractions graves dont l'impact
affaiblissant est important, d'abord pour les communautés affectées, mais également au-delà, dans tout l'espace socio-géographique qu'elles occupent. Nous devons nous lever fermement dans notre volonté d'empêcher, correction de l'interprète, l'impunité pour des crimes aussi graves. Messieurs les juges, aujourd'hui, l'accusé, M. Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, a confirmé qu'il avouait pleinement sa culpabilité. Il appartient maintenant entièrement au juge de la présente Chambre de réfléchir à son aveu de culpabilité qu'il a fait par le biais de l'accord signé par lui avec le bureau que je représente ici. C'est un aveu que l'accusé a fait de façon répétée et volontaire, en étant pleinement informé de ses conséquences et en bénéficiant de l'aide d'un conseil juridique. Les termes généraux de cet accord ont été publiés vendredi dernier. Cet accord reconnaît pleinement les faits de l'espèce ainsi que la responsabilité individuelle de l'accusé. Je suis satisfaite de l'évolution de la présente affaire. Je suis satisfaite parce que c'est le premier aveu de culpabilité qui a été présenté à la présente Cour. M. Al-Mahdi a été transféré à la Cour il y a moins d'un an. Le procès actuel ne devrait durer que quelques jours. Cela contribuera à une procédure rapide. Cette rapidité bénéficie aux victimes autant qu'elle bénéficiera à l'accusé. Et ce qui est également très important, c'est que je suis satisfaite parce que l'aveu de culpabilité de M. Al-Mahdi contribue à faire passer la justice. Il contribue à découvrir la vérité et à mener vers la catharsis qui doit suivre une procédure judiciaire. Pendant la préparation de l'espèce, mon bureau a recueilli des éléments de preuve particulièrement lourds, démontrant la culpabilité de l'accusé. Vous aurez l'occasion de juger de cela par vous-même dans les heures qui viennent. Un aveu de culpabilité favorise l'établissement de la vérité. Le fait que l'accusé reconnaît sa responsabilité pénale est crucial pour les victimes de Tombouctou. Cette reconnaissance contribuera au processus de réconciliation sur le terrain. Par ailleurs, l'aveu de culpabilité ainsi que le jugement que vous rendrez, messieurs les juges, dans cette affaire, établira un précédent et constituera un message important et positif adressé au monde entier. Il importe de ne pas oublier que l'attaque dont nous parlons a soulevé des protestations très importantes, non seulement de la part de la communauté affectée et du Mali de façon plus générale, mais également de toute la communauté internationale. L'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations unies, la communauté économique des États de l'Ouest africain, l'UNESCO et un grand nombre d'États ont exprimé leur condamnation ferme de ce crime de guerre qui venait d'être commis. Le Conseil de sécurité des Nations unies lui-même a déclaré, je cite, « Les auteurs doivent répondre de leurs responsabilités », fin de citation, alors que la personne présidant le groupe africain de l'UNESCO a souligné, je cite, que ce n'est pas seulement le Mali qui est touché, mais bien d'autres, fin de citation. Les sites du patrimoine malien étant des sites du patrimoine africain et également des sites du patrimoine mondial, a ajouté cette personne. Effectivement, c'est notre héritage mondial qui a été endommagé par la destruction de 9 sites figurant sur la liste des biens protégés par l'UNESCO. N'oublions pas que ces bâtiments faisaient partie des 10 sites détruits à Tombouctou. Messieurs les juges, les appels des Maliens et de la communauté internationale en vue qu'une action soit engagée contre ces crimes graves doit avoir des résultats. Il appartient aux juges de votre Chambre de veiller à ce que l'accusé réponde de ses responsabilités. Il appartient aux juges de votre Chambre de poser la première brique de la jurisprudence de cette Cour dans ce domaine. Au XXIe siècle, le monde a assisté à de trop nombreuses attaques contre des monuments historiques et des biens consacrés à la religion.
et des bâtiments consacrés à la religion, se reprend l'interprète. Cette tendance inquiétante doit être arrêtée rapidement. Cette réalité regrettable doit cesser d'exister. Comme je l'ai dit dans des audiences précédentes de l'espèce, l'histoire elle-même, qui est incarnée physiquement, est en péril par de telles attaques. Et elle ne se montrera pas généreuse si nous omettons d'en prendre soin ou d'agir de façon décisive. Fin de citation. Je vous remercie de votre attention. Avec votre autorisation, je vais maintenant donner la parole à mon collègue, M. Gilles Dutertre, le représentant de l'accusation, premier substitut, pour qu'il présente d'autres détails au sujet de cette affaire. Mais n'oublions pas que l'histoire ne se montrera pas généreuse si nous omettons d'agir. Je vous remercie et je donne la parole à mon collègue, M. Dutertre. A more detailed outline of the case. Il vous donnera d'autres détails. Je vous remercie. Le président, merci. Monsieur Dutertre. Monsieur le Président, je vous demande une petite minute pour pouvoir changer de place. Je vous remercie. Yes, of course. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Madame le procureur vient d'évoquer les raisons pour lesquelles la protection du patrimoine historique, religieux et culturel est si essentielle, au point que les attaques contre ce patrimoine, les attaques dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et les monuments historiques sont des crimes de guerre expressément sanctionnés par le statut de Rome. L'objectif de mon intervention, au début de ce procès, qui pourrait être le plus court mené jusqu'à présent à la Cour pénale internationale, est double. C'est d'abord de vous éclairer davantage, et le public, sur les faits de la présente affaire et les preuves abondantes qui démontrent la culpabilité de M. Al-Mahdi au-delà de tout doute raisonnable. C'est également de vous expliquer pourquoi, parmi toutes les preuves que l'accusation a rassemblées, elle a décidé de présenter, au cours des jours qui viennent, une sélection limitée d'éléments de preuve. À cette fin, je vais développer successivement 7 points et je pense en avoir terminé avant la pause de 11 heures. Premièrement, Monsieur le Président, Messieurs les juges, je vais vous brosser rapidement le tableau de l'occupation de la ville de Tombouctou par les groupes armés Ansardine et AQMI entre avril 2012 et janvier 2013. Et ce, afin de resituer les personnes et les faits dans leur contexte. Rien de cela n'est contesté par la défense. Deuxièmement, je vais vous parler de notre enquête et faire un récapitulatif des différents types de preuves sur lesquelles l'accusation s'est basée dans la présente affaire. Cette preuve est acceptée par l'accusé. Nous avons d'ailleurs déposé 2 listes de faits matériels non contestés, ainsi qu'une liste conjointe d'éléments de preuve, comme vous l'aviez vous-même rappelé au début de l'audience, Monsieur le Président.
Je parlerai notamment de la preuve vidéo, montrant l'accusé en train de détruire les mausolées. Je ferai également référence à certains éléments de preuve scientifiques. Troisièmement, je consacrerai un développement spécifique à un élément de preuve important, c'est-à-dire la déclaration donnée par M. Al-Mahdi en septembre 2015 aux enquêteurs de l'accusation. Je vous présenterai les multiples faits précis que M. Al-Mahdi a alors expressément reconnus. Il s'agit de faits qu'il a admis à nouveau lorsqu'il a signé en 2016 avec l'accusation un accord sur son admission de culpabilité. Quatrièmement, je vais vous présenter plus en détail qui est M. Al-Mahdi et le rôle qu'il a joué à Tombouctou pendant l'occupation de la ville. La preuve, y compris ses admissions, montre qu'il était un personnage important, un personnage clé dans le dispositif mis en place par les occupants, particulièrement pour la mise en œuvre du plan commun ayant mené à l'attaque contre des bâtiments consacrés à la religion et monuments historiques. Cinquièmement, j'aborderai directement le déroulement de l'attaque contre les 9 mausolées de saints musulmans et contre la porte considérée comme sacrée de la mosquée Sidi Yahya. Je vous montrerai ce que M. Al-Mahdi a fait sur chaque site et qu'il a eu un rôle central dans toute l'exécution des opérations. Sixièmement, j'expliquerai quel est le mode de responsabilité qui reflète le mieux le rôle de M. Al-Mahdi dans l'attaque, à savoir sa participation au crime en tant que coauteur direct. Il a expressément reconnu ce rôle, notamment dans l'accord que je viens de mentionner. Et enfin, septièmement, à la lumière de tout cela et de la dite reconnaissance de culpabilité, j'expliquerai ce que l'accusation compte faire au cours du présent procès. L'accusation se limitera à cette audience à la présentation de quelques preuves spécifiquement pertinentes pour la détermination de la peine. Alors j'en viens à mon premier point, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Quelles sont les circonstances générales du crime? Ces circonstances, ce sont celles d'une ville prise et occupée. Il est établi qu'un conflit armé a débuté en janvier 2012 au Nord Mali, avec des attaques menées notamment à Ménaka, Aguelok et Tessalit. Dans ce contexte, les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique ont pris le contrôle du nord du Mali en moins de 3 mois. Ils sont arrivés à Tombouctou fin mars, début avril 2012. Ces deux groupes ont alors occupé la ville jusqu'à leur fuite mi-janvier 2013, devant l'avancée des forces maliennes appuyées par les forces françaises. Pendant toute cette période, d'avril 2012 à janvier 2013, les membres d'Ansar Dine et d'AQMI ont imposé leurs lois et leurs pouvoirs aux Tombouctiens. Pour ce faire, ils ont créé des organes qui ont recouru à la force et à la violence contre la population civile sans défense de Tombouctou. Ils ont notamment mis en place un tribunal islamique, une brigade des mœurs et une police islamique. Le tout fonctionnait sous la direction d'un émirat ou présidence. Cet émirat était composé de 3 personnes, Abou Zaïd, Yahya Abou Al-Haman et Abdallah Al-Chinguetti. Abou Zaïd, d'origine algérienne et membre historique d'AQMI, était le chef du bataillon Tarek Ibn Ziyad, c'est-à-dire l'un des 4 bataillons constituant la force armée d'AQMI. Il était fort connu pour les prises d'otages. Yahya Abou Al-Haman, également d'origine algérienne, était le chef du bataillon Al-Fourkan, un autre des 4 bataillons d'AQMI. En septembre 2012, il est devenu émir d'AQMI pour tout le Sahel, c'est-à-dire chef d'AQMI pour tout le Sahel. Abdallah Al-Chinguetti, pour sa part, était d'origine mauritanienne. C'était un prêcheur et une personne influente d'AQMI. Il a pris la tête du bataillon Al-Fourkan après la promotion de Yahya. Cet émirat de 3 personnes, Monsieur le Président, Messieurs les juges, basé à Tombouctou, travaillait en étroite collaboration avec Iyad Ag Ghali. Iyad Ag Ghali, c'est un Malien. Il est le fondateur du groupe armé Ansar Dine. Il en est le chef. C'est lui qui a présenté les membres de l'émirat à la population lors de la prise de la ville. Il était en effet présent à Tombouctou dans les premiers jours pour l'installation du nouveau pouvoir. Basé à Kidal, il revenait
régulièrement à Tombouctou pendant toute la période de l'occupation. Je demande maintenant au greffier d'audience de bien vouloir nous donner accès à la diffusion pour qu'on puisse diffuser un élément de preuve. Vous allez voir maintenant à l'écran un organigramme des différents organes mis en place. La présidence, composée d'Abou Zaïd, Yahya Abou Alaman et Abdallah El-Chigueti, et en dessous, la Hezba, la brigade des mœurs, le tribunal islamique, la police islamique, auquel on ajoute les bataillons de sécurité et la commission des médias. M. Al-Mahdi était donc pour sa part le chef de la Hezba. Ce sont donc ces organes et ces hommes qui ont opprimé les Tombouctiens de diverses manières pendant presque un an. Ce sont ces hommes et ces structures qui ont organisé et mené l'attaque et la destruction de 9 mausolées et de la porte de la mosquée Sidi Yahya, attaque conduite et supervisée par l'accusé en juin et juillet 2012. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'en viens maintenant à mon deuxième point, c'est-à-dire l'enquête de l'accusation sur les destructions et les preuves qui ont été recueillies. L'enquête a été difficile. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'enquête a été difficile, compte tenu du contexte sécuritaire au Nord Mali et de la nécessité d'éviter tout risque pour les témoins et les victimes. Avec le temps, l'accusation a pu rassembler des éléments de preuve variés et solides qui établissent les faits et le crime allégué de façon claire et au-delà de tout doute raisonnable. Outre les éléments chapeaux relatifs à l'existence d'un conflit armé, la preuve de l'accusation, acceptée par l'accusé, établit parfaitement qu'il y avait bien des mausolées édifiés à Tombouctou avant l'attaque, que ces édifices étaient à la fois des monuments historiques et des bâtiments consacrés à la religion, que ces édifices ont été attaqués, que les attaquants étaient des membres d'Ansardine et d'AQMI poursuivant un plan commun, auquel M. Al-Mahdi a adhéré, et enfin que M. Al-Mahdi a joué un rôle central et moteur dans l'attaque et les opérations de destruction des mausolées et de la porte de la mosquée Sidi Yahya. Quelles sont ces preuves nombreuses et variées? Il s'agit de preuves documentaires sur les mausolées et leur histoire, d'images satellites qui montrent les mausolées avant et après les destructions, de photographies d'archives des mausolées prises à différentes époques, y compris des photographies prises après le départ d'Ansardine et d'AQMI en janvier 2013, des documents sur le statut juridique de ces édifices provenant d'institutions nationales comme le ministère malien de la Culture ou d'institutions internationales comme l'UNESCO, d'enregistrements audio trouvés sur Internet contenant des déclarations de tel ou tel membre des groupes armés, notamment à propos de l'UNESCO, des enregistrements vidéo trouvés notamment sur Internet qui montrent les destructions au moment de l'attaque avec M. Al-Mahdi en pleine action, bien visible à l'image. Vous voyez présentement sous vos yeux un extrait d'une vidéo avec M. Al-Mahdi en haut d'un mausolée avec une pioche en train de détruire le mausolée attenant à la mosquée de Djingar-Hébert. Nous avons également un rapport de géolocalisation du témoin expert P0193 qui a permis de localiser avec certitude chaque vidéo sur un mausolée précis. Nous avons un rapport de l'expert informaticien P0075 qui a permis de préciser les dates des vidéos et de les situer à l'époque de l'attaque en juin et juillet 2012.
Nous avons des reconstitutions panoramiques à 360 degrés qui montrent les différents sites, des rapports de police scientifiques élaborés à la suite de l'examen des scènes de destruction par nos équipes, d'autres rapports d'experts, tel un rapport d'un architecte qui détaille l'étendue des dommages causés, et des documents de l'armée malienne ou des groupes armés qui ont permis de mieux connaître le fonctionnement de ces groupes à Tombouctou. Et évidemment, nous disposons de déclarations de témoins, soit prises par des autorités nationales, soit prises par le bureau de l'accusation lui-même. Tous ces éléments démontrent que M. Al-Mahdi est indiscutablement responsable des faits allégués, et ce, indépendamment de ses aveux et admissions. À tous ces éléments, il faut ajouter la déclaration qu'il a donnée aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est l'objet de mon troisième point. M. Al-Mahdi a en effet donné une déclaration en septembre 2015 aux enquêteurs de l'accusation alors qu'il était en détention au Niger. La prise de cette déclaration volontaire a pris 5 jours. À cette occasion, dès septembre 2015, il a reconnu entièrement les faits et admis sa responsabilité. Notamment, et ceci n'est pas une liste exhaustive, Al-Mahdi a admis qu'Abou Zaïd lui a demandé de mettre en place la SBA, la brigade des mœurs, chargée de la prévention du vice apparent, de promouvoir les bons comportements et de réprimer les comportements considérés comme contraires aux règles des occupants. C'était un des organes clés de la stratégie de contrôle mise en place par les groupes armés à Tombouctou. Al-Mahdi a également précisé que le même Abou Zaïd l'a nommé chef de cette SBA et qu'il l'a dirigé jusqu'en septembre 2012. M. Al-Mahdi a déclaré que, la veille du déclenchement des destructions, Abou Zaïd lui a dit que la décision de détruire les mausolées avait été prise par Iyad Ag-Ghali. M. Al-Mahdi a indiqué que la responsabilité de conduire les destructions lui revenait personnellement en sa qualité de chef de la SBA. M. Al-Mahdi a précisé qu'il avait le choix d'accepter ou de refuser de mener les destructions. Il a admis avoir librement accepté de conduire l'attaque. M. Al-Mahdi a avoué avoir écrit le sermon, par exemple, du vendredi sur les destructions des mausolées, qui a été lu par les imams la veille de l'attaque. M. Al-Mahdi a reconnu avoir supervisé l'attaque contre ces bâtiments historiques et religieux en s'impliquant physiquement et en contrôlant l'exécution des opérations. Et plus précisément, sur ce point, M. Al-Mahdi a reconnu les 7 points essentiels suivants sur le déroulement de l'attaque. Il a admis qu'il a déterminé la séquence dans laquelle les différents mausolées allaient être détruits. Il a admis qu'il a donné des instructions aux attaquants sur la manière d'opérer et de se comporter. Il a admis qu'il a acheté et distribué les outils nécessaires. Il a admis qu'il a été physiquement présent sur tous les sites attaqués. Il a reconnu qu'il a employé ses propres hommes de la SBA et supervisé d'autres membres des groupes mis à sa disposition pour l'exécution des opérations. Et il a reconnu qu'il a physiquement participé à la destruction de certains des sites attaqués. Et dans l'accord signé avec l'accusation en 2016, plusieurs mois plus tard, M. Al-Mahdi a confirmé l'ensemble de ces déclarations et s'est alors engagé à plaider coupable pour la charge qui avait été reconnue contre lui. Cet accord, signé avec l'accusation, liste un certain nombre d'autres co-auteurs dont je vais vous donner la liste, puisque ça vous permettra de mieux comprendre quelles sont les personnes que vous verrez ensuite lorsque nous présenterons notre preuve. Il y avait Abou Dardar, membre du bureau des médias et responsable des 2 radios locales contrôlées par les occupants. Il y avait également comme co-auteur Radouane, membre d'ACMI, membre du tribunal islamique et également du bureau chargé des médias. Il y avait Abou al-Bara, un prêcheur connu d'ACMI. Abou Thala, membre d'ACMI
en charge de la sécurité, Adama, premier chef de la police islamique décédé à ce jour, Abou Bakar, membre notoire de la Hezba, Mohamed Hama, membre de la Hezba, Zakaria, membre de la Hezba, Youssouf, un membre connu d'AQMI, membre du bureau chargé des médias, et également, mais la liste n'est pas exhaustive, Abou Sayyaf, du bataillon dirigé par Abou Zaïd. Alors, dans ce contexte, et c'est mon quatrième point, Monsieur le Président, Messieurs les juges, permettez-moi de vous décrire plus en détail qui est M. Al-Mahdi et le rôle qu'il a joué à Tombouctou pendant l'occupation de la ville en 2012. Tout ce que je vais vous exposer est basé sur l'ensemble des preuves collectées et les auditions de M. Al-Mahdi lui-même. M. Al-Mahdi est originaire de la région de Tombouctou. Il est Touareg, de la tribu Ansar Touareg. C'est le fils d'un marabout. Il est renommé au sein de sa tribu et exerce une certaine influence. Alors qu'il était étudiant, il avait été repéré par les membres d'AQMI qui avaient été séduits par ses activités et ses opinions. M. Al-Mahdi nous indique qu'il n'a su cela qu'après les faits, objet de la présente affaire. En 2012, au moment où le conflit éclate, M. Al-Mahdi raconte qu'il a quitté Tombouctou pour mettre sa famille à l'abri. Puis, quand les groupes armés ont pris Tombouctou fin mars 2012, il est retourné sur place et s'est joint à eux et a notamment rejoint le groupe Ansardine. Il va alors être considéré comme l'un des spécialistes de la religion au sein de ces groupes. Et à ce titre, il va être associé à différents organes et remplir différents rôles. Il va côtoyer et travailler les leaders de la ville, avec les leaders de la ville comme Abou Zaïd, qui est un personnage central avec lequel il reconnaît avoir noué des liens d'amitié et de confiance. Et précisément, la preuve montre que M. Al-Mahdi a eu une influence conséquente auprès d'Abou Zaïd dès les débuts de l'occupation, au moment où les choses se mettaient en place. Concrètement, comment cela s'est-il passé? Eh bien, dès les premiers jours de l'occupation en avril 2012, Iyad Agali et Abou Zaïd ont organisé une réunion en ville à l'hôtel Bouktou. Leur but était d'expliquer aux Tombouctiens quels étaient leurs objectifs et de requérir le soutien des Tombouctiens. Le nom de M. Al-Mahdi figurait sur une liste qu'Iyad Agali avait en sa possession. Cette liste recensait les noms des personnes de la région érudites en matière religieuse, et M. Al-Mahdi s'est rendu à la réunion en question, à l'hôtel Bouktou, en compagnie de Ouka Ouka, le futur juge du tribunal islamique. M. Al-Mahdi déclare que le lendemain ou le surlendemain, Abou Zaïd l'a invité à venir le voir. Abou Zaïd a expliqué à Al-Mahdi qu'il avait été nommé gouverneur de Tombouctou par Iyad Agali. Abou Zaïd a alors discuté avec M. Al-Mahdi de la création des institutions à mettre sur pied, et notamment du tribunal islamique et de la Hezba, brigade des mœurs. Ils ont également discuté ensemble des personnalités de la région qui étaient suffisamment instruites et susceptibles d'être en charge de ces institutions. 2 jours plus tard, on est toujours début avril 2012, Abou Zaïd a demandé à M. Al-Mahdi de créer et de diriger la Hezba, ce que M. Al-Mahdi a fait pendant plusieurs mois. Et vous voyez maintenant à l'écran un extrait d'un reportage de France 2 dans lequel on voit M. Al-Mahdi qui porte la veste de la Hezba, la brigade des mœurs. Vous le voyez de profil en haut et de dos à droite. Dès lors, M. Al-Mahdi a été impliqué opérationnellement avec les organes mis en place par Ansardine et AQMI pour administrer la ville et contrôler la population en imposant leur idéologie. Et outre la Hezba, M. Al-Mahdi était également associé au travail du tribunal islamique de Tombouctou
comme le montrent ses déclarations et les preuves documentaires et vidéo. Sur l'une de ces vidéos en preuve, M. Al-Mahdi est assis à la droite du juge Oka et échange avec lui pendant une audience. Al-Mahdi a du reste activement participé à l'exécution des décisions du tribunal. Ainsi, lors d'une facilitation publique, il a expliqué la sentence avec un haut-parleur devant des centaines de personnes réunies et d'importants membres des groupes armés. Vous voyez à l'écran un extrait du même reportage de France 2 que j'ai mentionné il y a quelques secondes, et on y voit M. Al-Mahdi avec un haut-parleur devant la foule en train d'expliquer la sentence prononcée par le tribunal islamique de Tombouctou. Divers éléments démontrent aussi que M. Al-Mahdi avait des relations directes avec les chefs d'Ansardine et d'Aqmi, tels Abu Zaïd, Abdallah al-Chinguetti, Yahya Abu al-Aman, et dans une certaine mesure avec Iyad Ag-Ghali. Notamment, M. Al-Mahdi rendait directement compte de ses activités à Abu Zaïd. Il était aussi amené à participer à des réunions restreintes, des réunions privées avec les chefs, et a fortiori, il participait avec les chefs aux manifestations publiques, comme les réunions avec le comité de crise de Tombouctou, qui représentait les habitants pendant l'occupation. Al-Mahdi donnait par ailleurs des interviews aux journalistes. Ces derniers devaient certes obtenir une autorisation préalable à cet effet, mais M. Al-Mahdi restait libre de ses propos, ce qui dénote une place certaine dans la structure mise en place à Tombouctou par les groupes armés. À partir de septembre 2012, M. Al-Mahdi a transmis les rênes de la Hezba à Mohamed Moussa. Mais il a gardé un rôle important dans le groupe. À titre d'exemple, il a participé à une mission entre Tombouctou et Gao avec Abu Zaïd et Nabil Makhloufi, qui était alors émir d'Aqmi pour le Sahel. L'objectif de cette réunion de haut niveau était de réconcilier le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjahou, avec le bataillon Tarek Ibn Ziyad dirigé par Abu Zaïd. Iyad Ag-Ghali, chef d'Ansardine, a aussi pris part à cette mission. Au retour, M. Al-Mahdi et Nabil Makhloufi ont eu un accident de voiture. Nabil Makhloufi y a trouvé la mort et M. Al-Mahdi a subi une fracture de la jambe. Abu Zaïd a envoyé sa propre voiture pour transporter M. Al-Mahdi. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas n'importe qui pouvait voyager avec Nabil Makhloufi en voiture et également être transporté dans la voiture personnelle d'Abu Zaïd, un émir d'Aqmi. Al-Mahdi a été capable de reprendre du service au début du mois de novembre 2012 avec des activités variées. Notamment, il a contribué à l'organisation de l'entraînement qui a précédé l'offensive des groupes armés vers la capitale Bamako, un entraînement qui a duré 10 jours dans la région d'Ario et rassemblé des centaines d'hommes. Après la débâcle qui a suivi cette offensive en janvier 2013, Al-Mahdi a quitté Tombouctou en compagnie d'Abu Zaïd, lequel sera tué par la suite. M. Al-Mahdi va alors se réfugier en Libye tout en continuant de servir Iyad Ag-Ghali et Ansardine. C'est au cours d'une mission que lui avait commandée Iyad Ag-Ghali qu'il va être intercepté en 2014 dans un convoi de véhicules transportant plus d'une tonne d'armes et de munitions depuis la Libye vers le Mali. À ce moment-là, il était devenu, de son propre aveu, un membre de la Choura, c'est-à-dire le conseil religieux d'Ansardine. La preuve documentaire confirme son ascension dans ce groupe. Au total, la preuve dresse le portrait d'un intellectuel qui a traversé le Rubicon et est devenu un membre important et actif des groupes armés qui ont régné sur Tombouctou et sa population par la violence et la force, comme la destruction des mausolées l'illustre. De fait, Al-Mahdi, chef de la Hezba, a été chargé d'organiser l'attaque contre les mausolées de saints musulmans. C'est maintenant mon 5e point
dans les détails duquel je vais rentrer. Le déroulement précis de l'attaque, donc. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'attaque contre les mausolées de saints et la porte sacrée de la mosquée Sidi Yahya à Tombouctou n'est pas survenue à l'improviste fin juin 2012. Il y a eu des signes avant-coureurs. Quelques mausolées ont subi des détériorations dès les mois d'avril-mai 2012, mais sans que cela résulte dans des destructions. Également, très rapidement après le début de l'occupation, les groupes armés AQMI et Ansardine ont procédé à une surveillance des pratiques religieuses qui se déroulaient sur les lieux des mausolées. Et c'est précisément M. Al-Mahdi qui a été chargé de procéder à cette surveillance. Et sur place, il prenait des notes sur le comportement des Tombouctiens. Puis, environ un mois avant les destructions, Abdallah Al-Chinguetti, qui est membre de l'IMERA, de la présidence d'AQMI, de Tombouctou, a rédigé un document de 2 pages intitulé « Fat al-Shoukour » relatif au devoir de raser les structures au-dessus des tombes. C'est dans ce contexte que Abou Zaïd a consulté M. Al-Mahdi sur la question de la destruction des mausolées. Et pour être très précis, M. Al-Mahdi n'a pas vu d'objection, je cite, à enlever quelque chose qui n'était pas permis, fin de citation, même s'il recommanda effectivement de ne pas détruire les mausolées pour ne pas heurter la population. L'accusation ne conteste pas ce point. Puis, dans les derniers jours de juin 2012, Iyad Agali a pris avec Abou Zaïd, Abdallah Al-Chinguetti et Abou Yahya la décision de détruire les mausolées. C'est alors, comme je l'ai indiqué précédemment, qu'Abou Zaïd a convoqué M. Al-Mahdi et lui a communiqué cette décision dont la mise en œuvre lui incombait personnellement en sa qualité de chef de la Hezbollah. Et aussi bien, M. Al-Mahdi a procédé à la planification nécessaire. Il a décidé de procéder aux destructions en partant du nord de la ville et en se dirigeant vers le sud. Tout s'est déclenché, Monsieur le Président, Messieurs les juges, le ou vers le 30 juin 2012. Les opérations ont duré une dizaine de jours, au cours desquels les 9 mausolées de saints musulmans qui ont été mentionnés dans les charges ont été rasés jusqu'au sol. La porte de la mosquée Sidi Yahya, considérée comme sacrée, a également été détruite. Sidi Yahya, c'est le saint patron de Tombouctou. Vous voyez maintenant une carte s'afficher avec les différents sites. Le cimetière Sidi Mahmoud en haut, puis au sud le cimetière El Mokhtar, le cimetière Alpha Moya et les autres sites sur lesquels je vais revenir en détail. Le premier cimetière où M. Al-Mahdi et les autres attaquants se sont rendus était le cimetière Sidi Mahmoud, donc tout en haut. Ce cimetière comprenait 2 mausolées, le mausolée Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Akit et le mausolée Cheikh Mohamed Mahmoud Al-Arwani. Ils sont arrivés sur place vers 8 heures du matin. Ils étaient en tout une 60aine d'hommes armés qui comprenaient des membres de la Hezbollah et des membres de la police islamique ou des bataillons armés. Les destructions ont pris 2 heures. Il n'est resté qu'un tas de ruines de ces 2 mausolées. À propos de ce site, M. Al-Mahdi a reconnu qu'il a distribué les outils, qu'il a donné des recommandations sur la manière de procéder. Il a aussi admis qu'il a participé physiquement aux opérations de destruction. Une vidéo disponible sur Internet et prise au cimetière Sidi Mahmoud montre M. Al-Mahdi en train de justifier les destructions dans ce cimetière en disant, je cite, ouvrez les guillemets, « Ce que nous venons de faire pour ces tombes s'inscrit dans notre lutte contre les pratiques déviantes. » Fin de citation. Après en avoir fini avec ces 2 premiers mausolées, M. Al-Mahdi et les attaquants se sont dirigés à quelques encablures au sud vers le cimetière Sidi El Mokhtar qui contient le mausolée Cheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mohamed Al-Konti.
C'était le même jour donc, vers 10 heures du matin cette fois. M. Al-Mahdi a reconnu avoir supervisé cette destruction, donné des recommandations sur la manière de procéder, fourni les outils nécessaires, ainsi que la nourriture et les boissons aux attaquants. Là encore, sur une vidéo enregistrée au cimetière Sidi El-Mokhtar et trouvée sur Internet, M. Al-Mahdi explique, je cite, « Si un tombeau se dresse plus haut que les autres, il doit être rasé. On va supprimer du paysage tout ce qui n'y a pas sa place. » Fin de citation. Les opérations ont suivi ces paroles. Les mausolées dans ce cimetière ont été détruits et les opérations se sont achevées vers midi. Puis, toujours le même jour, dans l'après-midi cette fois, les attaquants se sont rendus au 3e cimetière, le cimetière Alpha Moya. La preuve montre que M. Al-Mahdi et différents membres des groupes armés et de la Hezba étaient sur place. Ils ont détruit le mausolée du Saint Alpha Moya. L'attaque s'est terminée au coucher du soleil. M. Al-Mahdi a reconnu qu'il a donné sur place des recommandations. Il a aussi participé physiquement à la destruction de ce mausolée. Une vidéo tournée sur place et qu'on a trouvée dans le domaine public le montre avec un manche d'outils à la main, tandis que Zakaria, le chauffeur de la Hezba, est en train de détruire le mausolée. Ce fut le premier jour avec 3 cimetières attaqués. Le lendemain, les faits ont continué. Ce fut le tour du cimetière des Trois Saints, situé au sud-ouest de la ville, près du camp militaire. Ce cimetière contenait les 3 mausolées Cheikh Mohamed El-Miki, Cheikh Abdul Qasim Atouati et Cheikh Sidi Ahmed Ben Ammar Aragadi. M. Al-Mahdi a encore une fois reconnu avoir supervisé les opérations. Il a même précisé que les mausolées étaient de très vieilles constructions et qu'ils les ont détruits les uns après les autres. La tâche était aisée selon lui. Là encore, une vidéo le montre dans le cimetière des Trois Saints, non loin du mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Ammar Aragadi. Un témoin a en outre déclaré qu'il avait vu M. Al-Mahdi participer physiquement à la destruction du mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Ammar Aragadi. Puis, ce fut le tour de la porte considérée comme sacrée de la mosquée Sidi Yahya, le saint patron de la ville, et des 2 mausolées de la mosquée Djingareber. Vous voyez le site de la mosquée Sidi Yahya qui est au centre de la vieille ville, également indiqué sur la carte. L'attaque contre la porte de cette mosquée s'est déroulée vers le 2 juillet 2012. La mosquée disposait d'une porte murée qui était considérée comme sacrée. Un témoin relate que M. Al-Mahdi a refusé sa demande de ne pas détruire la porte. Il a précisé que M. Al-Mahdi a demandé à l'un des attaquants d'aller chercher un outil. Une vidéo disponible sur Internet montre là encore M. Al-Mahdi en train d'arracher la porte à la main. M. Al-Mahdi a déclaré à l'accusation qu'il avait bien arraché la porte avec Radwan du tribunal islamique et Abdallah Al-Chinguetti de l'Iméra. Et une vidéo, là aussi disponible sur Internet, le montre en train de justifier cette action au nom de la lutte contre les superstitions. Un peu moins de 10 jours plus tard, ce fut le tour des 2 mausolées Bahaber Babadier et Ahmad Foulan qui sont attenants au mur ouest de la mosquée Djingareber, la plus grande mosquée de Tombouctou située elle aussi au cœur de la vieille ville. Cette destruction a lieu vers le 11 juillet 2012 à environ 11 heures du matin. Lors de la déclaration qu'il a donnée à l'accusation, M. Al-Mahdi indique que quand on lui a demandé de détruire ces 2 mausolées, je cite, « il n'a pas réfléchi à 2 fois ». Fin de citation. Il a demandé du renfort au soutien des membres de la Hezba. Il a supervisé les opérations. Il a confirmé à l'accusation qu'il avait physiquement participé aux destructions. Il a même décidé d'utiliser à un moment donné un bulldozer. La preuve contient des images vidéo
qui le montre en train de détruire ces mausolées, puis de donner une interview. C'est cette destruction qui a marqué la fin de la vague d'attaques de juin et juillet 2012 pour lesquelles il est poursuivi. Il y aura ensuite d'autres attaques plus tard à l'automne pour lesquelles nous n'avons pas d'éléments qui soient impliqués. Je passe maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les juges, à mon 6e point, qui est d'ordre légal. Nous avons soumis que la responsabilité de l'accusé était engagée comme co-auteur direct de l'attaque, mais aussi pour avoir sollicité et encouragé cette attaque, également pour avoir facilité sa commission en apportant son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance, et enfin pour avoir contribué de toute autre manière à la commission de ce crime par un groupe de personnes agissant de concert. Nous avons donc visé les articles 25.3a, 25.3b, 25.3c et 25.3d du statut. La Chambre préliminaire a confirmé l'ensemble de ces modes de responsabilité et M. Almadi les a tous admis dans l'accord qu'il a signé avec l'accusation. La preuve permet de soutenir, au-delà de tout doute raisonnable, chacun de ces modes de responsabilité. Mais cela étant, l'accusation soutient que c'est la responsabilité comme co-auteur qui reflète le plus complètement la participation de M. Almadi dans la commission du crime. La preuve déposée devant votre Chambre ne laisse aucun doute sur le fait qu'il y avait un plan commun, un accord entre les différents membres des groupes armés à Tombouctou, y compris M. Almadi, de commettre l'attaque. Également, la preuve montre clairement que la contribution de M. Almadi à ce plan commun a été essentielle. Elle s'est manifestée de diverses manières, depuis l'identification et la sélection des sites attaqués, et de la rédaction du sermon sur la destruction des mausolées qui a été lu le vendredi, la veille de l'attaque, jusqu'à ses déclarations publiques contemporaines au crime, justifiant l'attaque, et plus fondamentalement, de par son rôle dans l'organisation, la supervision et le concours qu'il a fourni aux autres auteurs directs sur les différents sites. Il est clair que la commission du crime aurait été frustrée et que le crime aurait été commis d'une manière substantiellement différente si M. Almadi n'avait pas joué le rôle central qu'il a eu dans la préparation et l'exécution du crime contre les sites visés. Et ce, d'autant, je le souligne, qu'il représentait une caution morale pour les autres attaquants de par son profil d'intellectuel religieux, ses fonctions à la tête de la Hezba et la confiance qu'Abou Zaïd lui témoignait et auquel il servait de conseiller. En conséquence de quoi, dans cette affaire, votre Chambre devrait d'abord déterminer si M. Almadi est responsable comme auteur principal pour le crime poursuivi, à savoir comme co-auteur direct en application de l'article 25.3. Ce mode de responsabilité couvre la totalité du comportement criminel de M. Almadi, tel que nous l'avons détaillé dans le chef d'accusation. Mais si toutefois, votre Chambre devait trouver que la responsabilité pénale de M. Almadi comme co-auteur direct n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable, il vous reviendrait alors de déterminer chacun des différents comportements décrits au paragraphe 18 et 20 du chef d'accusation au regard de chaque mode de responsabilité. Il vous reviendrait alors de retenir la responsabilité de M. Almadi pour le crime poursuivi en application de l'article 8 de E4 sur la base, si nécessaire, de plus d'un mode de responsabilité et en spécifiant à chaque fois quel élément matériel le soutient. J'en viens à mon point suivant, Monsieur le Président, Messieurs les juges, et qui a trait à ce que l'accusation va maintenant présenter au cours des jours qui viennent. Comment est-ce que les choses se présentent procéduralement? Il faut retenir, c'est donc mon dernier point,
qu'il y a un accord signé par l'accusé avec l'accusation, au terme duquel il reconnaît les faits et sa responsabilité criminelle. Très clairement, on l'a déjà évoqué, cet accord lie uniquement l'accusé et l'accusation, et uniquement la Chambre. Cela étant, aujourd'hui, M. Al-Mahdi a confirmé au début de cette audience, en présence de ses deux avocats, qu'il plaide coupable. Une telle admission de culpabilité relève maintenant de votre pouvoir souverain d'appréciation. Il vous revient à vous et à vous seul d'admettre ou non une telle reconnaissance de culpabilité en examinant les faits de l'affaire. Et pour ce faire, vous disposez des éléments de preuve de l'accusation que j'ai détaillés plus haut. Tous ces éléments sont acceptés par la défense. Ils vous ont été présentés conjointement par l'accusation et la défense. Il s'agit d'environ 700 photographies, vidéos, témoignages et autres documents. Ils sont listés et détaillés dans différentes écritures, dont je donne simplement les numéros, 67, 74, 119 et 130, auxquels il faut ajouter les agreed facts qui sont référencés dans les écritures 54 et 83. Aussi bien, vu cette admission de culpabilité et cette preuve déposée au dossier, le public doit donc comprendre aujourd'hui que l'accusation ne va pas présenter oralement un à un ces 700 éléments de preuve, qui sont tous formellement soumis devant vous. On va se limiter à des aspects très spécifiques. Pour commencer, l'accusation va procéder à la présentation d'une plateforme interactive qui combine images satellites, reconstitution photographique, photographie et vidéos trouvés sur Internet et qui sont tous sur la liste conjointe des éléments de preuve. On y voit les mausolées avant, pendant et après leur destruction, y compris l'accusé en train de les détruire. Ces éléments, dont l'authenticité n'est pas contestée par la défense, elle est acceptée, constituent des preuves très solides qui corroborent la reconnaissance de culpabilité de M. Al-Mahdi. L'accusation présentera ensuite, en audience à huis clos avec votre autorisation, d'autres types de preuves, mais des raisons de sécurité l'imposent, et je m'en excuse par avance pour le public. Puis l'accusation appellera 3 témoins, le témoin P0182, le témoin P0431 et le témoin P0151. En réalité, P0151 témoignera avant P0431, excusez-moi. Le premier témoin de l'accusation, P182, donnera un résumé de l'enquête du procureur concernant le crime d'attaque contre des monuments historiques et les bâtiments consacrés à la religion reprochés à M. Al-Mahdi. Il parlera de certaines preuves avec beaucoup plus de détails et il parlera aussi principalement de l'interrogatoire de l'accusé conduit en septembre 2015 et du comportement de l'accusé pendant cet interrogatoire. Ces informations ont trait à la culpabilité de M. Al-Mahdi, au mode de responsabilité et aussi au caractère volontaire de sa reconnaissance de culpabilité. Le second témoin de l'accusation, le témoin P0151, déposera principalement sur l'inclusion des sites attaqués sur la liste du patrimoine mondial et sur les raisons de l'importance de cette protection internationale. Enfin, le troisième témoin de l'accusation déposera notamment sur l'importance des sites attaqués dans le patrimoine malien pour les Tombouctiens et sur la protection dont ils bénéficiaient en droit interne malien. Cette présentation de la preuve, bien que limitée, Monsieur le Président, Messieurs les juges, permettra à la Chambre et au public d'avoir une vision globale de l'affaire, de la gravité du crime et de la diversité des preuves qui pèsent contre M. Al-Mahdi et établissent sa responsabilité. Elle permettra aussi à la Chambre de disposer d'éléments fournis viva voce, pertinents pour le prononcé de la peine. Avant d'en finir, Monsieur le Président, Messieurs les juges, après vous avoir brossé ce tableau de Tombouctou, les preuves collectées, le rôle de M. Al-Mahdi, le déroulement des faits, certains aspects légaux, laissez-moi finir par la citation d'un ministre malien de la Culture qui s'exprimait en 2013 à propos des destructions. Et il décrivait l'attaque, je cite, comme une atteinte à ce qui fait vivre notre âme,
à la quintessence même de nos valeurs culturelles. Leur objectif était de détruire notre identité et, pour tout dire, notre dignité. J'en ai fini, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je vous remercie pour votre attention et je crois que nous approchons lentement de la pause. Merci. Thank you, sir. Le Président, merci beaucoup, Monsieur Dutertre. Effectivement, l'heure est arrivée de notre pause du matin. Nous allons reprendre à 11h30. Monsieur Dutertre, à ce moment-là, vous présenterez votre premier témoin. J'ai du mal à m'exprimer. On va faire la présentation interactive que je vais présenter moi-même avec les différents éléments de preuve, vidéo, audio. Ça sera suivi ensuite par une présentation d'éléments de preuve par ma collègue Sarah Coquillo en audience à huis clos, si vous le voulez bien. Et c'est ensuite, probablement en fin d'après-midi, lors de la troisième session, qu'on aura le premier témoin P0182. Thank you. Le Président, merci. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons à 11h30.